Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live sur l'éducation française à l'étranger et le rayonnement de la France. Je suis Bertrand Dupont, candidat aux élections législatives pour la deuxième circonscription des Français d'étranger, Amérique latine et Caraïbes, conseiller des Français d'étranger élus au Brésil, président de l'Union des Français d'étranger du Brésil et de l'Association des Bretons. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir deux amis. Florence Portelli, que beaucoup d'entre vous ont dû voir, ou pour ceux qui ne la connaissaient pas, découvrir sur de nombreux plateaux de télé ces derniers mois, qui est une femme engagée, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui dit ce qu'elle pense, c'est ce que j'aime chez elle, qui en plus a une relation personnelle avec l'Amérique latine de par son compagnon qui est d'origine argentine. Florence est vice-présidente de l'Association des maires de France et justement, je crois que c'est la grosse différence entre les trois ici présents et les autres candidats, c'est notre ancrage local, puisque moi, ça fait 26 ans que je suis sur la circonscription, alors que nous avons en face de nous nombre de parachutés, dont une candidate LREM qui est élue actuellement conseillère des Français d'étrangers en Suisse et élue à l'Assemblée des Français d'étrangers en Suisse et qui essaie de faire croire qu'elle est installée depuis toujours en Amérique latine et dans les Caraïbes. Donc, elle a un profil très similaire avec notre députée fantôme Paola Forteza qui nous a amplement abandonnés. Et le profil est absolument similaire. Ensuite, nous avons, donc Florence, merci d'être avec nous. Alexandre Bézardin. Alexandre, merci d'être là. Alexandre est vice-président de l'Assemblée des Français de l'étranger. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, l'Assemblée des Français d'étranger nous représente et fait toute une série de propositions aux autorités, au gouvernement et aux autres assemblées concernant les Français de l'étranger. Les membres de l'Assemblée sont élus parmi les conseillers des Français d'étranger pour lesquels vous avez voté l'année dernière. Et donc, Alexandre est, lui, conseiller des Français d'étranger en Italie, et lui, bien présent en Italie depuis longtemps. Et il est également suppléant de Meyer Habib, qui est le député UDI qui est sortant et qui se représente cette année. Donc, je ne sais pas si Florence ou Alexandre veulent compléter ma présentation, sinon on passe directement au sujet. J'ai oublié quelque chose? Oui, alors juste, je suis vice-présidente en effet de l'AMF puisque je suis maire dans le Val d'Oise, mais je suis aussi vice-présidente de la région Île-de-France en charge de la culture, du patrimoine et de la création. Et je me permets de le préciser, c'est pas pour étaler les titres, hein, mais c'est parce que la culture, pour moi, c'est vraiment un sujet qui est fondamental. Et à travers la culture, il n'y a pas que la création, le patrimoine et la culture au sens stricto sensu national, mais il y a aussi le rayonnement de la France à l'étranger. Ce qui fait notre fierté aussi d'être français, parce que contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron, oui, il y a une culture française et c'est pour ça on en parlera, mais je me permets de préciser cela, mon cher Bertrand, parce qu'il y a un sujet qui concerne la culture et notamment la Maison de la France et puis les instituts français que je voudrais aborder ce soir parce que je suis très inquiète de la place de la France à l'étranger, mais également via ce qui aurait dû être son support culturel, son support créatif. Et là-dessus, on a aussi besoin d'un vrai contre-pouvoir par rapport à Emmanuel Macron, parce que ça ne fait vraiment pas partie du logiciel macronien. Mais écoute, tu as bien fait de préciser. Donc, je pense qu'on va commencer par cet aspect-là, si Alexandre est d'accord. Tout à Euh, fait. alors, effectivement, on a constaté ces dernières années, en particulier les 5 dernières années, un désengagement de la France au niveau international, une réduction et une fermeture de nombre d'instituts français à l'étranger, de nombre Florence mentionnait la Maison de la France. Nous avons eu au mois de décembre une alerte sur la possibilité de vente de cette Maison de la France sans aucune consultation, évidemment, ni avec nos compatriotes et encore moins avec les élus qui les représentent.
qui a été révélé par le journal Le Monde, si je ne me trompe. Moi-même, j'ai saisi le gouvernement à cette époque, au mois de décembre, on était juste à l'époque de Noël. Ensuite, nous avons eu une question qui a été faite par le sénateur Ronan Le Gleut au gouvernement. Et pour l'instant, le sujet semble avoir été mis en stand-by. Mais c'est un exemple. L'Institut français de Valence a fermé. Nous avons chaque fois moins de budget pour la culture, hein, puisque juste 2 semaines avant l'élection présidentielle ou une semaine avant l'élection présidentielle, on a encore eu une coupe de 30 ou 40 millions d'euros sur le budget rayonnement de la France à l'étranger, si je ne me trompe pas. Enfin, au total, on a eu une coupe de 50 millions supplémentaires sur les Français d'étranger. Donc, Florence, si tu veux en parler de cet aspect de rayonnement de la France qui est important pour nous, Français qui résidons à l'étranger, en Amérique latine et aux Caraïbes, mais qui est également important pour nos entreprises, qui est également important pour la langue française, la divulgation de la francophonie, et qui est une des parties très importantes de notre diplomatie. Oui, qui a été totalement absente de la campagne présidentielle. C'est pas faute d'avoir essayé de mettre le sujet sur la table. Et vous remarquerez d'ailleurs que ça a été totalement absent du débat, si on peut appeler ça un débat de qualité, mais enfin, en tous les cas, le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On n'a pas du tout parlé de ces sujets-là, on n'a pas parlé aussi de la francophonie, on n'a pas parlé donc de la place de la France dans le monde. Et c'est vrai que sur la maison de la France à Rio de Janeiro, il y a une alerte très forte qui n'est pas la première de ce type, puisque je vous rappelle que dans un autre domaine et dans un autre pays, à Vienne, la France avait voulu vendre l'Institut français au Qatar, et c'est le chancelier viennois qui s'était opposé virulemment en disant c'est pas possible que ce temple extraordinaire de la francophonie soit bradé et donné au Qatar. Donc on est coutumier hélas du fait. On est coutumier de brader ce qui fait aussi notre fierté à l'étranger. Et on est aussi, on voit que les instituts français bon, souffrent non seulement en effet de dotation moindre pour leur bon fonctionnement, mais même de directives claires. Je suis allée un petit peu dans certains pays francophones donc, ces derniers temps et j'ai demandé à chaque fois à rencontrer les directeurs des instituts français. Et les consignes n'étaient même pas données aux instituts français de faire rayonner la culture française, d'exporter notre création, d'exporter notre génie culturel français. Alors, le seul mot d'ordre, c'était d'essayer de cohabiter avec les cultures locales. Donc c'est extrêmement inquiétant. Et c'est vrai qu'en Amérique latine, en plus, il y a une appétence hein, vis-à-vis de la culture française. Tu rappelais que j'ai un conjoint argentin, mais c'est vrai qu'il y a une symbiose intellectuelle et artistique entre les milieux intellectuels argentins, par exemple, et ce qu'est la France, ce qu'a représenté la France historiquement pour eux. Et même d'ailleurs, le temps des dictatures, fin des années 70, début des années 80, je connais même personnellement des musiciens qui ont quitté l'Argentine parce que pour la France, qui était un Eldorado pour ces artistes et pour ces intellectuels. Donc, cette place-là, on ne peut pas la brader. Et j'ai été vraiment sincèrement choquée donc, que ça n'apparaisse pas dans les discussions. Il y a aussi, même si ça appartient au secteur privé, le lien avec les alliances françaises qui n'existent pas, qui sont quasiment inexistantes, elles sont elles-mêmes dans un piètre état. Donc voilà, la culture ne se porte pas bien. Il n'y a pas de politique culturelle de rayonnement. Et puis peut-être après, quand on aura parlé, je vais laisser aussi la parole à Alexandre, mais de ce sujet, il y a aussi une absence de stratégie au niveau de la francophonie, mais aussi une absence de stratégie sur nos bases militaires, sur nos bases stratégiques, même en Amérique latine. Je prends l'exemple de la Guyane, on pourra y venir aussi tout à l'heure, où il n'y a pas de perspective euh, très sérieuse vis-à-vis du développement de ce que l'on peut faire en Guyane. Donc voilà, l'Amérique latine, comme d'autres zones du monde, ça ne fait pas partie des priorités du monde macronien, ça ne fait pas partie non plus, ça n'a pas fait partie du débat présidentiel. Et c'est pour ça aussi qu'on est là pour défendre la candidature de Bertrand, parce que c'est un Français qui est profondément enraciné chez vous. Moi, on n'a pas très longtemps, on discutait des difficultés qu'il y a dans certains pays d'Amérique latine. Et il me disait, mais moi, je n'ai pas envie de partir, c'est ma famille, hein. Je suis chez moi aussi là-bas. Et je suis fière d'être un Français là-bas. Et on ne peut pas se permettre, dans ce monde incertain,
avec un pouvoir national qui se fout complètement de ce qui peut se passer au niveau du rayonnement de la France, en plus de parachuter des gens, mettre des gens qui en ont encore plus rien à faire et qui viennent uniquement viser un poste. Si je soutiens Bertrand, et si aussi c'est un ami, c'est que, excusez-moi l'expression, dans ce monde actuel, il est vertébré. Il a une colonne vertébrale. Et en ce moment, dans la vie politique française ou extranationale, on voit beaucoup d'invertébrés, de gens qui naviguent à vue, qui, selon les opportunismes, se font débaucher à droite ou à gauche, ou à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Et lui, il n'est pas fait de ce bois-là. C'est un passionné, c'est un grand gentil. Ça ne veut pas dire qu'il est benet, ça veut dire tout simplement qu'il a énormément d'empathie, qu'il a énormément d'envie de servir aussi la France à l'endroit où il est et qu'il aime les gens. Il aime les gens dans les territoires où il vit et c'est un passionné. Je sais que parfois il m'appelle, il me dit, oh, bah, je suis en tournée. Là, sa circonscription, c'est pas comme chez moi. Ma circonscription, quelques centaines de milliers d'habitants. Bon, lui, c'est un peu plus gros, quoi. Euh, plein de pays d'Amérique latine et 33. il est heureux de le faire comme un gosse, hein. Il n'y a pas de lassitude, il n'y a qu'une envie. Et des gens comme ça, bah, ça se bichonne et puis on a envie qu'il soit élu. Merci beaucoup, Florence. Voilà. Alexandre? Oui, je voudrais tout simplement, tout d'abord, te remercier parce que je crois que c'est un sujet qui est particulièrement important pour nous, Français de l'étranger. Comme tu le sais, la culture française est quelque part l'ingrédient principal de l'image de la France à l'étranger. On le voit à travers, bien entendu, nos instituts français, nos alliances françaises, qui, comme l'a rappelé Florence, tombe en décrépitude parce que en fait, les discours ne sont jamais suivis de faits réels ou d'actions sur le terrain. On voit bien que notre rayonnement culturel à l'étranger a connu quelques soucis au cours des dernières décennies. Je rappelle que la part des dépenses culturelles, et on le répétera jamais assez, la part des dépenses culturelles au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans le budget culturel général de l'État est passé de 20% au début des années 2000 à seulement 10% à la fin, enfin au début des années 2020. Donc cette baisse générale des budgets en fait a fragilisé totalement notre action culturelle à l'étranger, l'action culturelle extérieure de la France. Et aujourd'hui, en effet, la France n'est plus en mesure de tenir ses engagements et donc on perd en crédibilité tout en, il faut pas le dire, pour justement faire fonctionner la composante, parce que c'est une des composantes à travers la culture, c'est toute l'image d'un pays qui rayonne à l'étranger. Et ça, je rejoins Florence sur ce sujet et je pense que notre drame, parce que on a parlé bien entendu des instituts français, des alliances françaises, mais c'est également le réseau de l'AEFE, donc de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, qui elle aussi subit des coupes sombres depuis plusieurs décennies. Et je pense qu'on aura l'occasion encore de l'évoquer durant notre entretien. Mais là aussi, c'est également un sujet majeur parce que, comme tu le sais, le réseau AEFE est un des réseaux les plus importants au monde pour l'enseignement à l'étranger. Et il pèse aussi, je dirais, grandement dans le soft power de la France en matière de culture, bien entendu, de savoir. Et aujourd'hui, nous voyons, et je le vois dans ma circonscription, parce que je suis, comme tu l'as rappelé, dans une circonscription en Europe du Sud, mais nous faisons face aux mêmes problématiques que vous rencontrez, vous, en Amérique latine ou sur le continent de l'Amérique du Sud, qui connaît les mêmes déboires avec un désengagement progressif de la France d'un point de vue financier, mais également tout simplement d'un point de vue culturel. On voit bien que la France n'est plus présente comme elle a pu l'être au cours des dernières décennies. Tout à fait, tout à fait. Je voudrais profiter justement de cette conversation pour rendre hommage à nos alliances et à nos instituts français qui ont fait un travail d'adaptation pendant la crise du Covid absolument remarquable, avec des moyens limités, avec
des circonstances qui, dans plusieurs pays d'Amérique latine, ont été dramatiques en termes de confinement, en termes de mort, en termes d'impossibilité de faire des cours présentiels. Donc, ils se sont tournés vers le virtuel en faisant un travail absolument remarquable. Et remercier aussi et dire l'admiration pour nos lycées, pour les équipes de direction, pour les équipes de professeurs, pour tout ce qui est personnel administratif, les parents d'élèves et également les enfants qui se sont adaptés avec du virtuel, avec de l'hybride, parfois même du double hybride. Euh, et aujourd'hui, on se rend compte que les budgets diminuent, que les frais de scolarité augmentent, que certains, quand on parlait du désengagement, moi j'ai été en Haïti, comme dans tous les pays, j'essaie de visiter les lycées, d'écouter les parents d'élèves, de rencontrer les enseignants. Et en Haïti, on a une situation que j'ai dénoncée dans un article, qui est absolument scandaleuse, puisque c'est un pays extrêmement, extrêmement difficile, mais le seul lycée fermé en Haïti, alors que les écoles américaines sont ouvertes, c'est le lycée français. Donc on se retrouve avec des enfants qui, depuis le mois d'août de l'année dernière, n'ont plus de lycée. Il y a certes des cours online, mais il n'y a plus de cours présentiels, ce qui entraîne une migration d'enfants vers les écoles américaines. D'autres ont essayé de se faire inscrire dans d'autres pays, comme en République dominicaine ou au Panama, qui en ont accueilli certains, mais d'autres, il y en a environ 25 aujourd'hui, qui sont toujours sur la liste d'attente en République dominicaine. Et cette frilosité, eh bien, ça va à l'encontre des enfants. Donc, effectivement, on a eu une baisse des budgets, on a eu globaux, on a eu moins 311 postes dans les consulats et les ambassades, ce qui explique pourquoi on n'arrive plus à joindre nos consulats. On a eu 512 suppressions de postes dans les professeurs titulaires et des professeurs résidents. On se retrouve avec le budget 2022, alors que le nombre d'élèves a augmenté avec une réduction des bourses de 10 millions, donc ça fait un montant de bourses, un ratio bourse-élève qui est chaque fois moindre. Un désengagement des lycées en gestion directe ou conventionnés au profit d'établissements partenaires qui font souvent un travail remarquable. J'en ai vu un il y a lundi en Colombie, qui est un exemple absolument super bien géré, transparent, une gestion transparente. Mais on a aujourd'hui toute une série de personnes qui sont dans les classes moyennes qui ne peuvent pas accéder, qui ne peuvent pas mettre leurs enfants pour des raisons financières dans les lycées français, ou qui doivent choisir quand ils ont des fratries entre l'un ou l'autre des enfants. Donc il y a vraiment un travail à faire. Il est complètement anormal que des Français, et quand je dis Français, pour moi, c'est aussi bien binationaux que Français de souche. Pour moi, c'est des compatriotes exactement à part entière et à part égale, qui aujourd'hui ne peuvent pas bénéficier de l'enseignement français pour des raisons exclusivement financières, sur des critères qui font que si on a une dette sur un appartement, eh bien, on peut éventuellement bénéficier d'une bourse, mais si on a le même appartement d'une taille normale et qu'on n'a pas forcément le même montant de dette, ben, on n'y a pas droit. Alors évidemment, je ne parle pas de personnes qui ont des revenus élevés, je parle vraiment de personnes qui n'ont vraiment pas les moyens de mettre leurs enfants dans les lycées. Et ça, on en voit de plus en plus, et ce sont des enfants qui perdent le français, donc qui perdent la tâche, et c'est des futurs relais et des futurs, on aime bien dire ambassadeurs de la culture française, qui disparaissent. Et Bertrand, si tu peux me permettre aussi, pourquoi on a besoin d'un parlementaire vertébré pour défendre ces sujets-là? C'est qu'au niveau de l'Agence de l'enseignement des Français à l'étranger, on attend toujours le nouveau contrat d'objectifs et de moyens.
Et ce contrat d'objectifs et de moyens a été pour le moment suspendu. Enfin, il a été prorogé une première fois en 2019, deuxième fois en 2020. Mais disons que les déclarations d'intention qui ont été faites à un moment doivent s'appuyer sur un contrat d'objectifs et de moyens. Je le dis pour ceux qui nous regardent. Ce contrat d'objectifs et de moyens aurait dû être présenté devant les commissions parlementaires compétentes et ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est un signal extrêmement inquiétant. Et donc, on a besoin non pas de parlementaires godillots, mais d'un parlementaire qui vienne secouer le Parlement et qui aille faire inscrire à l'ordre du jour des commissions parlementaires compétentes justement ce contrat d'objectifs et de moyens. Mhm. Oui, et puis on Et a, je pense qu'on a aussi la réforme Cazbonne qui amène quelques aspects positifs, mais qui pose des gros doutes, en particulier avec la création de la redevance unique. Tout le monde sait que cette redevance a pour vocation d'augmenter et de passer de 5,9% comme elle est aujourd'hui à 6-7%, comme ça avait été le cas quand Emmanuel Macron est arrivé en 2017-2018, ce qui va entraîner une hausse des frais de scolarité, tout ça pour que les lycées vertueux financent ce projet de doublement du nombre d'élèves porté par le président de la République. Et quand on a un objectif, ben, on y met les moyens, et ce n'est pas le cas en ce moment. Alexandre? non, je voudrais, oui, rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'en effet, le président avait fait une annonce, je crois, en 2018, qui concernait en fait la stratégie pour la francophonie et le plurilinguisme, en disant qu'il souhaitait en effet doubler le nombre d'élèves d'ici 2030. Alors certes, le projet est ambitieux, peut être vu, on va dire, avec espoir. Toutefois, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, l'ambition est toujours appréciée, c'est des suivis de moyens. Et bien évidemment, pour l'enseignement, on a un contrôle de la qualité de notre enseignement. Or là, on s'aperçoit que nos communautés scolaires, hein, et là je parle donc du personnel enseignant, sont inquiètes, à juste titre, car bon, le budget, comme tu l'as dit, alloué au fonctionnement et au développement de notre réseau n'est guère suffisant aujourd'hui pour les rassurer. Je rappelle aussi que la communauté française à l'étranger ne cesse d'augmenter. Alors c'est vrai qu'il y a eu une petite pause avec l'effet pandémie où il y a eu un ralentissement, mais globalement, quand on regarde les 2 dernières décennies, il y a eu une augmentation constante de la présence des Françaises et des Français à l'étranger. Et en plus, autre point que tu as évoqué, c'est concernant également les nombreuses suppressions, on va dire, de postes de titulaires au cours des dernières années. Le gouvernement n'a pas hésité également à revoir, comme tu l'as évoqué, la hausse des contributions des lycées français sur leur chiffre d'affaires, qui en effet est passé de 6 à 9%, donc une augmentation de 50%. Et donc, ce système qui est une dite de contribution, on va dire, unique et qui est fixée sur le chiffre d'affaires des écoles françaises à l'étranger, va avoir un effet. Pourquoi? Parce que d'abord, les parents d'élèves versent chaque année une forte somme d'argent pour les frais de scolarité de leur enfant. Ça, c'est un fait. Et donc, seulement une partie de ces frais, si on prend cette contribution unique, seulement une partie de ces frais, une petite partie, serait consacrée en fait à l'éducation. Le solde remonterait directement à Bercy, qui s'en servirait pas pour des besoins éducatifs, mais simplement pour rembourser la dette de l'État. En fait, ça sert uniquement à ça. Ça veut dire que l'argent des familles est détourné via cette contribution et donc ne sert pas la cause de l'enseignement français à l'étranger, mais en plus ne contribue pas à ce rayonnement culturel qu'on évoquait en tout début de notre réunion. Juste avant de laisser Florence rebondir sur ça, je voudrais quand même signaler, quand Florence parle de députés vertébrés, le député a un rôle par rapport à l'Agence de l'enseignement des Français à l'étranger. Et on a une spécialité en France, c'est de créer des administrations qui deviennent des grands éléphants blancs. Et il faut quand même noter que ces dernières années, le budget de fonctionnement de l'AEFE est supérieur au budget versé pour les salaires des enseignants. Pas besoin de dire autre chose.
Florence. Oui, et non, pardon, ça me laissait sans voix. Mais non, mais ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que disait Alexandre tout à l'heure, ce qui est aussi très très important dans le fléchage de l'argent public, qui justement n'est pas affecté au bon endroit, c'est qu'il ne suffit pas de dire on distribue pour l'enseignement des Français de l'étranger, mais on distribue de manière proportionnée et équitable sur l'ensemble justement du territoire international, pour parler assez simplement. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des disparités qui sont criantes, et c'est aussi le cas d'ailleurs sur ton territoire, Bertrand, là où tu te présentes, parce qu'on n'a pas du tout mis les mêmes moyens selon les territoires, et malgré la présence de Français, et l'urgence aussi de faire porter le rayonnement à travers la francophonie. Il faut aussi savoir que depuis qu'en 2020, alors à cause de la crise, les alliances françaises ont quand même subi une baisse de 24% de leur chiffre d'affaires, et que le nombre d'apprenants a chuté à hauteur de 22%. Et que là-dessus, il n'y a pas eu de réaction politique de la part de l'État, alors que ce sont évidemment des relais extrêmement importants aussi pour la diffusion de la culture française et pour la diffusion de la francophonie. Donc là-dessus, il est vraiment crucial qu'on ait un coup de semonce par des gens qui viennent, encore une fois, au niveau du Parlement national, j'allais dire secouer la marmite, pour dire que la situation est vraiment particulièrement grave. Il y a aussi, ce qui est aussi très important, c'est que là, on parle des Français à l'étranger, mais on a aussi ceux qui viennent étudier en France. On vient d'étudier en France. Et là-dessus, au niveau de l'accueil de ces personnes qui vont aussi faire après de nouveau rayonner la culture française en rentrant chez eux, on a une baisse de 3 à 7, on est passé du 3e rang au 7e rang au niveau de l'accueil des étudiants étrangers. Parce que tout ça, c'est évidemment interconnecté. Donc, il n'y a pas uniquement le problème de soutenir la diffusion de la culture française à l'étranger, mais aussi le fait de la soutenir chez nous, pour qu'après, les apprenants qui viennent en France puissent aussi faire rayonner à l'étranger notre culture. Et là-dessus, on est aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre, mais c'est un vrai sujet, on est aussi en train de décrocher dans nos universités, dans nos grandes structures, dans nos grandes écoles. Oui, non, mais pour rebondir aussi sur ce que tu viens de dire, en fait, on se rend compte que toutes les problématiques que tu as énoncées vont conduire en fait à très court terme à ce que la France, tout d'abord, elle perde totalement sa capacité de pilotage de ses nombreux réseaux à l'étranger, mais y compris des institutions qu'elle a pu mettre en place sur le territoire français justement pour accompagner ces étudiants étrangers qui viennent poursuivre leurs études en France. La France a perdu également la maîtrise de ses outils d'influence, qui sont des outils d'influence de qualité, parce que tout à l'heure, comme le disait Bertrand, il a rappelé l'importance de ces alliances françaises, de ces instituts français qui, malgré des moyens peu importants, font au mieux pour faire rayonner cette culture française à l'étranger. Et en fin de compte, on voit que la France ne fait que se désengager, bien entendu, ces outils, mais également pour aider, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est aussi aider, on va dire, les familles les plus démunies, parce que il faut bien comprendre, nous, à l'étranger, il n'y a pas que des familles qui ont des moyens extra importants, mais il y a des gens, il y a des familles qui ne peuvent assumer la totalité. Et là, je prends en l'occurrence le cas de l'enseignement français à l'étranger, qui ne peuvent assumer la totalité des frais de scolarité de leur enfant. Il y a une chose qu'on doit répéter, et ça, c'est très important. La prise en charge du réseau AEFE. Les frais de scolarité, ça représente environ, si je ne me trompe pas, 2,3 milliards d'euros. Pourtant, il faut savoir que les coûts de scolarisation dans le réseau à l'étranger sont bien inférieurs aux coûts de scolarité en France. Donc, la scolarisation d'un élève en France revient plus cher qu'à l'État qu'à l'étranger. Et ça, on ne le dit jamais assez, alors qu'on demande toujours plus aux familles françaises qui sont à l'étranger.
Non, absolument, absolument. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Florence concernant les étudiants étrangers qui viennent étudier en France, moi j'ai un point dans mon programme, d'ailleurs j'invite à tout le monde à rentrer sur mon site bertranddupont avec un t.org. Vous avez un programme qui est précis, détaillé et concret concernant l'enseignement, concernant la culture, concernant l'écologie, concernant le social, concernant l'accès au consulat, concernant les retraites, concernant la santé, etc. etc. Ces Français qui vivent à l'étranger, qui viennent étudier en France, il a été créé un réseau qui fonctionne très mal, qui s'appelle le réseau Alumni. Et quand on parle de rayonnement de la France, on se rend compte, et je trouve que c'est un gâchis phénoménal, que c'est ces étudiants qui reviennent ensuite dans leur pays, qui ont un amour pour la France, parce qu'en général, leurs études se sont bien passées, ils ont été bien accueillis, ils ont une bonne image de la France. Une fois qu'ils sont de retour dans leur pays, ils sont le plus souvent, à de rares exceptions prêtes, ils sont ensuite abandonnés. C'est-à-dire qu'on ne les intègre pas du tout dans nos vies de communauté. On ne les intègre pas avec la chambre de commerce, on ne les intègre pas en rencontre avec les jeunes, les lycéens, dans nos associations. Alors, je sais que c'est Campus France qui s'occupe de cette animation-là, mais je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus en créant vraiment des équipes de France qui soient beaucoup plus larges que ce que l'on a en ce moment, qui permettent d'intégrer toutes les composantes de ce qui fait la France à l'étranger, que ce soit l'économique, le culturel, le social, l'associatif, les élus, les consulats, les ambassades, mais de façon à ce qu'on puisse avoir des actions conjointes où on puisse vraiment générer des synergies qui bénéficient absolument à tout le monde, absolument tout le monde. Je vais y arriver. Il y a aussi un autre point qu'il va falloir porter de manière importante, c'est qu'on a beaucoup de Français d'étrangers qui nous ont dit que quand leurs enfants passaient un bac binational, ou en tous les cas après envisager des études en France universitaire, Parcoursup était vraiment un enfer sur terre pour les parents qui ont des enfants, des parents de Français d'étrangers. Donc, il y a aussi un effort à faire au niveau de Parcoursup, alors pas qu'au niveau national, mais également pour les Français de l'étranger parce que c'est extrêmement compliqué. Donc, Bertrand, quand tu seras élu, il faut aussi faire porter ce problème-là. Oui, oui. Ah. Mais justement là-dessus, je pense, en effet, moi j'ai pu, en échangeant avec plusieurs familles françaises qui, soit l'année dernière, soit très récemment, quand il y a eu en ligne la possibilité de s'inscrire pour trouver une université à la rentrée prochaine. C'est vrai que la difficulté que rencontrent nos enfants, en général, c'est de trouver, en fait, faut savoir que il y a une chose, nous, Français de l'étranger, enfin, et je parle pour nos enfants, arrivent pour certains de très loin, et donc, quand ils aspirent à faire leurs études en France, c'est qu'ils ont parfois quelques souhaits particuliers, c'est-à-dire qu'ils recherchent quelque chose de très particulier. Et donc, on devrait avoir la possibilité pour ces enfants qui reviennent en France, suivent un parcours universitaire, d'avoir quelques places prioritaires dans certaines zones territoriales de notre territoire, parce que là aussi, parfois, en effet, le système aux attentes ou aux besoins de ces enfants qui viennent en France parce qu'ils ont de la famille et donc recherchent, en particulier dans certaines zones où ils ont leur famille, un moyen de poursuivre leurs études. Et là aussi, c'est un problème qu'il faudrait aussi défendre parce que c'est quelque chose qui remonte assez souvent. Je vois même au sein de ma circonscription en Europe du Sud, même si on est très proche de la France, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Il y a aussi l'accès, quand on n'est pas à côté d'un lycée français, l'accès à l'enseignement est compliqué et il faut vraiment développer beaucoup mieux les outils numériques pour permettre l'enseignement connecté, l'enseignement à distance et notamment d'ailleurs en s'appuyant sur les alliances françaises, mais pour ça, il faudrait qu'elles aient plus de moyens.
Alors Ouais. là, je souhaite rebondir également là-dessus parce que Florence enfin, a mis le doigt sur quelque chose de très important. Moi-même, j'ai des enfants qui ont la double nationalité. Ma femme est italienne. J'habite Brescia, je travaille à Milan. On n'a pas d'école française à Brescia. Donc, mes enfants suivent, on va dire, un cursus, un mix entre l'anglais et l'italien à Brescia. Et c'est vrai que lors de la précédente session AFE, j'ai interrogé notre administration sur le sujet parce que je leur ai dit, vous voyez, on vient de vivre une crise pandémique effroyable. Tous les enfants étaient chez eux, confinés. Et pourtant, la UFE a été en capacité, malgré tout, de mettre en place des systèmes pour poursuivre justement leur cursus scolaire de chez eux. Enfin, chacun, on était tous confinés chez nous. Et je leur ai demandé s'il n'y avait pas la possibilité, justement, alors ça peut se faire à travers les alliances françaises, mais également peut-être l'AFE, s'ils ne pouvaient pas mettre un nouveau système en place pour permettre aux enfants qui ne suivent pas leur scolarité dans des établissements français à l'étranger d'avoir quelques heures de français par semaine, ou en tout cas qui seraient facilement accessibles via des outils qui seraient mis en ligne pour permettre justement à ces enfants. Et en plus, moi je pense que ces familles qui n'ont pas mis leurs enfants pour des raisons, peu importe les raisons, hein, elles peuvent être financières ou sinon c'est pour des problèmes tout simplement de distance kilométrique, ces familles pourraient également contribuer hein, d'une manière ou d'une autre. Je ne crois pas que ce soit un problème d'argent, mais plus un problème de mettre à disposition, parce que tout à l'heure, on ne l'a pas évoqué, mais au sein de notre réseau AEFE, en fait, globalement, on a 40% d'élèves de nationalité française et 60% d'élèves de nationalité étrangère. Alors, c'est déjà beaucoup, hein, 40% de Français quand on est à l'étranger, c'est énorme. Et malgré tout, il reste encore un grand nombre des enfants français qui ne sont pas dans le système français. Et ça, c'est un fait important, qui ne parle pas également parfaitement le français. On le voit d'ailleurs lors des précédentes élections. On voit bien, il y a des gens qui sont français depuis plusieurs générations, mais qui aujourd'hui se présentent pour voter et qui ne parlent pas le français, mais parlent une autre langue. Alors c'est tout à fait naturel, ils se sentent plus italiens peut-être que français parce que ils sont arrivés, enfin leurs grands-parents sont arrivés il y a plusieurs décennies de cela, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important et ça aussi, on devrait, je dirais, le défendre au Parlement, le faire savoir parce que c'est vraiment essentiel que un certain nombre d'enfants français qui ne sont pas inscrits dans nos lycées puissent suivre ou en tout cas apprendre le français correctement. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un autre point, si tu me permets, Bertrand, c'est pas lié à l'éducation et à la culture, mais j'y pense parce qu'on a des Français de l'étranger qui sont connectés. Comme on parlait justement de la difficulté de la distance quand on est à l'étranger, je pensais au problème du rattachement au consulat de référence, sachant qu'en plus, on a des endroits où des consulats ont été fermés. Et on avait, d'ailleurs, dans d'autres campagnes, rencontré des gens qui nous disaient, rien que pour l'obtention d'un permis de conduire, c'est l'enfer parce que le consulat le plus proche est à 1000 km. Et là, j'allais dire, en France métropolitaine, on a droit à l'enfer administratif, mais là, ils avaient droit à l'enfer administratif à l'étranger, avec des créneaux horaires impossibles à tenir, ou alors un consulat très très loin. Donc, il faut aussi obtenir vraiment, je le pense sincèrement, la révision de la carte consulaire. C'est vraiment aussi le fait qu'il y ait, enfin en tous les cas, qu'il y ait beaucoup plus de points d'accès en dehors du consulat de référence, parce qu'on est dans une situation où on a beaucoup de nos compatriotes qui n'arrivent pas à accéder à leurs démarches administratives. Et puis toujours d'ailleurs dans le cadre de ces démarches administratives, pour celles et ceux qui rentrent en France, faire tomber le délai de carence en ce qui concerne l'affiliation à la sécurité sociale de 3 mois, et puis surtout faire un portail unique pour toutes les démarches. Parce que déjà, quand vous êtes français, commence à avoir des portails uniques. Il n'y a pas que ça. Mais alors, quand vous êtes un Français d'étranger qui revient en France,
se coltiner toutes les démarches administratives. C'est le parcours du combattant. Et vraiment, c'est même c'est pire que les 40 jours du Christ dans le désert, quoi. Donc, vraiment, je pense sincèrement que sur tout cet enfer bureaucratique, il faut à la fois pour ceux qui reviennent en France avec un portail unique ou pour ceux qui sont à l'étranger qui doivent avoir accès au consulat, simplifier les choses et rendre les points consulaires beaucoup plus nombreux et réviser la carte des consulats. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, tout ce que tu viens de dire est dans mon programme. Tous les points. Il n'en manque pas un. Comment, effectivement, il y a des consulats qui ont fermé, comme par exemple au Paraguay, où aujourd'hui, il y a pas de consulat. Donc, le consulat le plus proche, c'est Buenos Aires. On a également le problème de compétences des consuls honoraires, puisque quand un consul honoraire est de nationalité étrangère, il y a un certain nombre de démarches qu'il ne peut pas faire. Alors, je ne vois pas vraiment pourquoi, parce qu'à partir du moment où il est nommé consul honoraire, ça implique qu'avant ça, son dossier ait été étudié, qu'il ait été approuvé, qu'il est ensuite approuvé par le ministère en France et approuvé par le ministère dans son pays de résidence. Donc, je ne vois pas pourquoi. Et également, pourquoi est-ce que les conseillers des Français étrangers n'ont pas le droit d'aider sur un certain nombre de choses comme les certificats de vie, comme les procurations ou autres. Donc, il y a un vrai problème d'accès aux services consulaires. Alors, on a digitalisé beaucoup, mais je pense que ce qui est très bien, mais on a digitalisé en supprimant l'accès physique. Et il y a un certain nombre de nos compatriotes qui n'ont pas accès, qui n'ont pas d'ordinateur chez eux, qui ne savent pas comment ça marche, qui n'ont pas accès à Internet. Et pour rebondir sur ce que disait Alexandre, euh, par rapport, euh, par rapport à l'accès, il y a énormément de nos compatriotes et de nos compatriotes binationaux qui ne savent pas qu'il existe des bourses. Ils n'en ont aucune idée, ou il y en a même d'autres, c'est un peu moins, c'est un peu plus rare, mais qui ne savent pas qu'ils ont le droit d'avoir accès au lycée français. Dans quelques pays de notre circonscription, on a quelques cas où des enfants de Français ne peuvent pas rentrer dans les lycées parce qu'on ne leur donne pas une priorité. Moi, je trouve que dans un lycée français, comme son nom l'indique, les Français doivent avoir priorité à l'accès. Sur l'enseignement à distance, il y a des mesures simples à prendre. Par exemple, le CNED fait un travail remarquable, sauf que si on fait un cours à distance au CNED en Colombie, bah, il faut, par exemple, aller en France pour passer son examen. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place des centres d'examen locaux pour pouvoir permettre au plus grand nombre d'y accéder? Il y a des tests pilotes qui sont en train d'être mis en place dans certains pays qui permettent de faire du CNED en hybride, donc avec quelques cours présentiels. C'est effectivement très intéressant. Et enfin, par rapport aux plus jeunes, on a les systèmes FLAM, français langue maternelle, qui a des conditions d'accès qui sont, enfin, pour le mettre en place, c'est la croix et la bannière. Il faudrait pouvoir développer les champs de compétences du FLAM et surtout permettre, quand on a des pays continentaux comme les nôtres, d'avoir des systèmes qui incorporent le online. Par exemple, si on a 4 élèves dans une ville, 6 élèves dans l'autre, et ben on monte un flamme et on monte une rencontre présentielle tous les trimestres, tous les semestres, de façon à ce que les gens se voient. Donc, c'est pas l'idéal, mais c'est une solution qui permet de garder le contact. Juste pour revenir là sur les consuls honoraires, en effet, je pense, et c'est un sujet que j'avais évoqué, d'ailleurs, on l'avait évoqué, je pense, à plusieurs, avec Ronan. Je pense, moi, Alors, s'agissant des consuls, Ronan Legleux. Renan Legleux étant le sénateur des Français de l'étranger et président du groupe d'études des Français de l'étranger du Exactement. Sénat. Moi, j'avais pensé, j'avais émis l'idée qu'en effet, les conseillers des Français de l'étranger, élus, je dirais, au suffrage universel direct par nos compatriotes, en fin de compte,
pourraient avoir, à certains moments de l'année, suite à des tournées peut-être consulaires, mais bénéficier en fait de délégations de signature, justement, comme tu le disais, pour faciliter la vie de nos compatriotes. Alors, c'est d'autant plus vrai dans ta circonscription qui est immense. Et moi, je pense à tes compatriotes qui doivent faire des distances immensément importantes pour même prendre l'avion, on va dire, pour se rendre au consulat ou à l'ambassade. Chez moi, c'est un peu moins le cas, même si on a beaucoup de kilomètres aussi à faire. Et on le voit parce que ils nous ont fermé le consul général à Turin. Or, Turin est quand même une place forte dans le nord de l'Italie. Alors, on nous parle toujours de Milan et de Rome, mais Turin a une forte communauté française, est une ville francophone, francophile. Donc, il y a beaucoup de Français qui sont installés. Et aujourd'hui, il n'y a plus de consulat et le consul honoraire est de nationalité italienne. Donc, bien entendu, il ne peut rien faire, rien valider. Ça veut dire que les Français sont obligés de faire 200 km aller, 200 km retour pour obtenir un papier. Donc, là aussi, c'est vrai que c'est un grand souci. Et un autre point très important, alors peut-être que je ne vais pas me faire que des amis, mais je voudrais revenir sur un point essentiel. Il ne faut pas oublier que lorsque Emmanuel Macron a été élu en 2017, l'une de ses premières décisions, ça a été de supprimer comment on appelle ça, les subventions parlementaires. La réserve parlementaire. La réserve, voilà, je cherchais le terme, la réserve parlementaire. À l'époque, cette enveloppe était constituée plus ou moins de 3 millions d'euros. Ils ont remplacé ça par le soutien au tissu associatif français. Je dis bien le soutien au tissu associatif français. L'enveloppe est tombée à 2 millions, donc ils ont déjà récupéré 1 million. Et aujourd'hui, on s'aperçoit lorsque la Commission nationale se réunit chaque année pour discuter des projets qui sont validés, alors qui sont validés par les conseillers des Français à l'étranger, donc les élus, on se rend compte que les projets sont mis de côté ou soit sont coupés, les demandes de subventions sont coupées de 50%, et en fin de compte, on se retrouve après la Commission nationale avec un budget amputé encore d'1 million d'euros. Et donc, l'État a réussi, en fait, de manière très habile, à récupérer 1 million, mais en plus de ne pas consommer sur les 2 millions, 1 million. Donc, il faut savoir que ces 3 millions qui étaient alloués aux associations ou à d'autres qui contribuaient en tout cas à aider nos associations sur le terrain. Aujourd'hui, ces associations ne bénéficient plus d'aide parce que les aides ont été réduites et j'en veux pour preuve que aussi ces associations contribuaient très fortement à aider également les réseaux flammes. C'était le cas chez moi en Italie et aujourd'hui, on n'a plus de moyens. Donc, l'État a coupé la réserve parlementaire et en plus, l'État se désengage. Et en plus, quand on prend des décisions et qu'on les valide, elles sont retoquées par la Commission nationale. Là aussi, c'est un gros souci. Et je pense que Bertrand, tu dois rencontrer le même problème parce qu'il y a eu une polémique au sujet de cette Commission nationale qui s'est réunie. Et c'est Jean-Baptiste Lemoyne qui a dû en vitesse réunir les conseillers des Français de l'étranger un mardi matin pour décider et réallouer 500 ou 600 000 euros supplémentaires qui n'avaient pas été distribués. Oui, j'avais effectivement suivi la belle bagarre que vous avez faite, d'ailleurs, de tous les élus pour défendre les budgets staff. Comme tu l'as dit, au passage, on s'est fait piquer, c'est même plus que ça, c'est presque 3 millions. Que le gouvernement a eu la gentillesse de faire passer ça comme dans les aides Covid en faisant preuve soi-disant de gentillesse vis-à-vis de nous, alors que c'est des budgets qui sont votés pour les Français de l'étranger. Donc, c'est pas du tout une aide directe du gouvernement, c'est un refléchage de plus de budget non utilisé. Et en plus de ça, sur le staff, maintenant, la contrepartie, c'est que l'association doit mettre 50%. Donc oui, ce qui est quasiment impossible. Ouais. Bertrand, je voulais aussi te parler d'une disposition que tu as beaucoup défendue,
parce qu'il y a il y a aussi ce qui concerne nos amis français de l'étranger, c'est qu'il peut y avoir une situation où on revient en France pour des raisons parfois aussi d'insécurité, des raisons d'instabilité. Et je sais que tu fais partie de ceux qui se sont battus pour qu'il y ait de nouveau une possibilité de ne pas être pénalisé fiscalement par rapport au statut résidentiel. C'est-à-dire que la résidence principale n'est pas attribuée aux gens qui rentrent qui sont français mais qui rentrent de l'étranger. Et l'idée était de trouver un statut mixte, mais qui ne soit pas non plus de statut de résidence secondaire, qui est un matraquage fiscal, qui fait que parfois des gens en situation de difficulté ou pour X raisons, ou qui voudraient d'ailleurs revenir et investir en France, ou qui ont un problème de sécurité dans le pays où ils sont, eh bien, ne reviennent pas ou ont vraiment des difficultés. Donc, je pense que c'est important de dire aussi que tu as une série de mesures qui prennent en compte l'instabilité possible et la sécurisation de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Oui, alors, pour la partie sécurité, avant de rentrer sur ce que tu viens de dire, il y a également le rôle des consuls honoraires. Et quand on voit que dans un endroit comme Cancun ou Playa del Carmen, ils sont sans consul honoraire, ils n'arrivent pas à en avoir un depuis 2 ans, quand on voit le nombre de touristes, c'est quand même assez hallucinant. Alors, effectivement, sur le retour, bon, on part un petit peu de notre sujet qui est Institut français éducation, mais effectivement, ça vaut le coup de faire une petite digression là-dessus. Je pense que c'est effectivement très large. Ça commence par la suppression du délai de carence par rapport à la sécurité sociale quand on rentre en France. Pour nos pays ici, il faut noter qu'on n'a aucune convention de tiers payant en Amérique latine, alors qu'il y en a en Afrique, par exemple. Donc, il serait peut-être temps que quelqu'un s'en occupe. Alors, évidemment, quand on est député et qu'on travaille là-dessus, c'est pas dans un mandat de 5 ans qu'on va y arriver. Enfin, soit on travaille pour être réélu, soit on travaille pour les générations futures. Et moi, c'est plutôt le deuxième cas. Ensuite, on a effectivement dans le retour, aujourd'hui, pour ceux qui ont une résidence en France, qui est considérée comme résidence secondaire, on voulait faire évoluer cette considération sur ce qu'on appelle la résidence d'attache, c'est-à-dire une résidence qui soit un pied dans son pays d'origine, qui permette de garder le contact, parce que beaucoup de Français vendent leurs biens, et ce qui complique leur retour. Et la résidence d'attache a l'avantage d'avoir un statut assez similaire à la résidence principale en thème Fiscal. ouais, en thème fiscal. Il y a également alors là, c'est des vastes sujets. Il y a la fermeture des comptes bancaires pour les Français d'étranger, qui complique également le retour en France. Surtout quand tu vois que parfois il n'y arrive qu'à travers des banques russes, vu l'époque actuelle, voilà. Ça... ouais. Donc, il y a toute une série de choses qui font que plutôt que de capitaliser sur la chance d'avoir un réseau de Français à l'étranger qui est en général un réseau mobilisé. Je rappelle que nous, Alexandre et moi, on est élus conseillers des Français de l'étranger. On ne touche rien, c'est bénévole. Donc, on fait ça parce qu'on a envie de mouiller la chemise au service de nos compatriotes. Donc, on a toute une série dans le domaine associatif qui se bouge. On a toute une série de Français qui investissent, qui importent des produits français, qui ramènent des investissements en France et qui aujourd'hui ne sont... on leur complique la vie constamment. Et tu as parlé d'une chose, tu as parlé bien entendu de la résidence d'attache. Il y a aussi, je pense, la création du droit au crédit pour acquérir un bien immobilier en France, parce que tu as des Français qui résident depuis très longtemps à l'étranger et qui aspirent de manière paradoxale peut-être à revenir pour leur retraite en France, alors qu'il y a beaucoup de retraités qui partent à l'étranger. Il y a aussi un autre point très important qu'il faut rappeler, parce que ça a été voté sous François Hollande, et donc Emmanuel Macron faisait partie de ce gouvernement.
ça a été maintenu par Emmanuel Macron, c'est l'histoire de l'équité entre tous les non-résidents français hors UE et Union européenne sur la fiscalité, notamment les prélèvements sociaux, CSG, CRDS. Ouais. Et je sais que chez toi, vous êtes toujours touché par cette mesure qui est injuste, inéquitable, parce que en Europe, on a eu la chance, les parlementaires, en fin de compte, ont décidé, parce que c'est vrai qu'ils ont été saisis par la Cour de justice de l'Union européenne et qu'il y a un moment, la France a lâché du lest, mais n'a pas lâché du lest pour l'ensemble des Français de l'étranger. Donc aujourd'hui, il y a une distinction qui existe entre les Français de l'Union qui résident dans l'Union européenne et ceux qui résident en dehors de l'Union européenne sur ce point, sur cette fiscalité. Ouais, et puis, oui, sur la CSG-RDS, ça a quand même été voté, la suppression de la CSG-RDS a été votée 3 fois au Sénat, n'a jamais été portée à l'Assemblée nationale. Donc, quand Florence disait qu'il y a besoin de quelqu'un de députés qui portent les voix de leurs compatriotes, c'est exactement ça. Même chose, on parlait du sénateur Roland Le Gleut, il a fait approuver à l'unanimité de tous les groupes le fonds d'urgence pour les Français d'étrangers, 2 fois. Et ça n'est jamais passé à l'Assemblée nationale. Donc, il y a aussi tout un travail des futurs députés, et j'espère en être, de sensibilisation de leurs collègues qui habitent en France sur notre réalité, parce que, comme l'a dit Florence, c'est un monde qui est complètement différent. Moi, j'ai 33 pays. Le Brésil, c'est l'équivalent de la superficie de toute l'Europe et encore un peu plus. Pour ça, il faudra reconnaître un président de la République qui croyait que la Guyane était une île. Hein. Ouais, je dirais, moi, ma circonscription qu'on conseillait des Français de l'étranger, ça fait 1,75 fois la France. Enfin, on parle de trucs qui sont complètement hors normes. Et si on a des députés des Français de l'étranger qui ne sont pas présents à l'Assemblée, qui ne font pas le travail de sensibilisation de leurs collègues, et qui même lorsqu'il y a des votations sur les Français de l'étranger, ne sont pas là, parce qu'il faut être en même temps à l'Assemblée nationale et sur la Circo, parce que moi je compte y être sur ma circonscription. Hein. Et il y a autre chose, Bertrand, je vais rebondir aussi sur ce point. Tu as parlé de l'importance, de la taille de ta circonscription, qui est certes immensément grande, dans des zones où, en fait, les Français sont déconcentrés sur l'ensemble du territoire, ils ne sont pas concentrés toujours dans des grandes villes. On nous reproche, on reproche en fait très souvent on va dire aux députés des Français de l'étranger d'être élus avec peu d'électeurs, en fait, peu de votants. Mais ce qu'on oublie aussi de rappeler, tout à l'heure on parlait de culture, c'est aussi les problématiques que nous rencontrons en termes d'accès aux médias français quand on vit à l'étranger et donc à la culture française, à tout ce qui, je dirais, participe à cette influence culturelle à l'étranger. On le voit avec, alors on a quelques chaînes qui sont présentes, tu dois avoir France 24 ou TV5, mais quand on souhaite regarder des émissions, des documentaires sur Internet, on a l'accès refusé parce que nous avons une adresse IP qui ne nous permet pas de nous connecter. Là aussi, on a besoin de députés pour, je dirais, défendre cette diffusion culturelle à travers les médias. C'est quelque chose qui avait été aussi, je le sais parce que j'ai travaillé, et paix à son âme, parce que j'ai travaillé avec Bernard Pons. J'étais tout jeune assistant parlementaire, j'ai commencé dans les années 90 avec Bernard Pons. Très jeune. Et c'était quelqu'un de fantastique. Et donc, lui qui était, je dirais, très attaché à l'outre-mer, j'ai eu l'occasion de travailler avec des élus de l'outre-mer. Et donc, je sais que c'est un sujet aussi qui revenait très régulièrement sur la table. Ces moyens qui peuvent être mis à disposition, ces moyens à travers les médias, donc qui sont aujourd'hui, je dirais, nettement insuffisants par rapport au rayonnement culturel que l'on pourra avoir à l'étranger à travers des chaînes ou des radios qui seraient diffusées. Voilà.
Ça, c'est un point très important parce que là-dessus, j'avais même une différence de fond profonde avec ma candidate à la présidentielle, mais c'est un sujet sur lequel il va falloir être extrêmement vigilant. C'est sur la suppression annoncée de la redevance audiovisuelle, qui, vous allez me dire, ça ne nous concerne pas. En fait, ça concerne vraiment tout le monde parce que c'est 3 milliards par an. On ne sait pas comment les compenser. Et ces 3 milliards financent aussi la création, la diffusion de programmes et surtout la diffusion de la culture française. Et là-dessus, là, on revient à la culture. Je vous assure que ce n'est pas un petit sujet. Parce que si on parle de souveraineté culturelle et de rayonnement culturel de la France à l'étranger, vous ne pouvez pas supprimer 3 milliards par an à l'audiovisuel français. Le deuxième point, c'est que sur tout ce qui est ultramarin et sur tout ce qui concerne l'international, on ne sait pas en parler. Il y a un problème d'appréciation qui est vraiment terrible, qui montre d'ailleurs qu'il y a un mauvais esprit de la part des métropolitains. Parce que quand on regarde un journal télévisé, la seule façon dont ils en parlent, c'est quand il y a une catastrophe, un tsunami, une révolte, une guerre, un problème institutionnel. Et ce qui traduit parfois, je pense aussi, une méconnaissance crasse de ce qui se passe là-bas et un désintérêt. Donc, on va vers ce qui est sensationnel, mais on ne s'intéresse pas vraiment à la vie des gens. Et puis sinon, en dehors de ça, il y avait aussi un point qu'on n'a pas abordé, mais sur lequel je pense qu'il faut aussi revenir, puisque le sujet était aussi les instituts français, les alliances françaises, mais sur l'AEFE, le problème des moyens matériels à travers l'immobilier. C'est que c'est un sujet aussi qui t'intéresse, Bertrand. On a parlé du problème de la Maison de France à Rio. Mais on a le problème aussi si on veut accueillir davantage d'étudiants ou d'apprenants et d'enseignants, eh bien, on a besoin en tous les cas, ou même d'artistes ou de compagnies, on a besoin de structures immobilières. Et actuellement, le système actuel ne permet pas aux AEFE d'emprunter pour investir dans l'immobilier. Et c'est vrai qu'ils sont obligés de passer par l'agence France Trésor, qui en plus, je crois, délivre des prêts extrêmement courts. Et c'est vrai que c'est un système qui est complètement obsolète, sclérosé. Alors, c'est lié aussi par rapport à la nature de ce qu'est l'AEFE et par rapport au financement par les familles. Mais ça pose un vrai problème parce qu'on ne peut pas baratiner, on peut pas sortir du baratin tout le temps aux gens. On ne peut pas avoir des grands discours d'intention, encore une fois sans contrat d'objectif et de moyens, ou en disant on va mettre plus de gens, mais on ne va pas mettre plus d'immobilier. C'est impossible. Il faut bien que les gens ils tiennent quelque part. Donc là-dessus, il va falloir aussi peut-être proposer une modernisation du système pour que l'AEFE se dote aussi de vrais moyens pour pouvoir investir sur le plan immobilier. Alors, c'est effectivement une réalité, puis je vous propose ensuite de terminer rapidement. Ce que tu viens de signaler, effectivement, la VFE n'a pas le droit d'emprunter. Par contre, quand Emmanuel Macron est arrivé, il a supprimé la garantie de l'État pour les établissements français à l'étranger pour tous les projets d'agrandissement, de reconstruction ou autres. Cette garantie était de 100%, elle a été rétablie en fin d'année dernière sous une autre forme à hauteur de 80-90%. C'est assez laborieux, mais ça permet de pallier un petit peu à ce problème d'emprunt, mais on en revient toujours à la même chose. Si, comme l'AEFE aujourd'hui finance cette politique de doublement des élèves par les taxes sur les parents. Et donc, sur des frais d'inscription qui sont élevés pour financer la croissance du réseau dans d'autres pays. De la même façon, ce que je trouve complètement normal, les redevances payées par les lycées sont un pourcentage fixe qui ne tient absolument pas compte du réel investissement de l'AEFE dans ces lycées. Il va y avoir une corrélation. J'ai un service, je paye en fonction du service. De la même façon que les parents payent en fonction du type de lycée qu'ils choisissent. Je ne sais pas si Alexandre veut dire un dernier mot, puis Florence. Je vais être très rapide. Simplement, je voudrais simplement replacer dans ce contexte l'AEFE. C'est avant tout, on va dire, un projet collectif qui réunit à la fois nos communautés scolaires à travers les enseignants et ce service de qualité qu'ils offrent en fait à nos communautés françaises, aux enfants des communautés françaises.
qui résident à l'étranger. Et donc, ce projet collectif, en fait, tourne autour de ce projet pédagogique qui est cher à toutes les familles françaises présentes à l'étranger. Moi, je voudrais simplement, j'espère, il faudrait que l'AEFE, en fait, soit renforcée, en fait, dans ses missions. Ça, c'est très important. Mission de gestion. Il faut parler aussi, donc, des enseignants, donc, du recrutement du personnel détaché, dans ses missions d'homologation, dans ses missions de formation, parce que ça aussi, c'est important. Il faut que l'AEFE aussi, elle soit en capacité de rétablir, on va dire, cette relation de confiance qu'elle a pu entretenir avec les familles françaises par le passé. Ça, c'est très important parce que, comme tu disais tout à l'heure, les familles françaises participent très fortement au financement en fait de l'AEFE. Donc, ça passe obligatoirement par une maîtrise donc des coûts et une transparence budgétaire dans tous les projets qui peuvent être qui sont menés. Ça, c'est important. Et enfin, tu as parlé tout à l'heure des réseaux. Et moi, je dirais que oui, l'AEFE, elle doit développer aussi sa mission de promotion du réseau en s'appuyant sur ses meilleurs ambassadeurs, qui sont à la fois les parents d'élèves, mais aussi ses élèves, les alumni. Et ça, c'est très important qu'on le fasse aussi auprès, parce que à travers les alumni, ce sont aussi nos étudiants, enfin nos élèves étrangers qui portent la voix de la France. Alors, qui portent la voix de la France à l'étranger, mais également qui sont de formidables vecteurs de la culture française aussi sur le territoire français, qui participent à notre économie. Et donc, je pense que là aussi, ce sont des missions essentielles, en espérant, bien entendu, pour terminer, que la FE puisse avoir les moyens de sa politique de développement telle qu'elle a été promise et annoncée par Emmanuel Macron et qui aujourd'hui n'est pas suivi des faits. On le voit à travers les budgets qui sont votés chaque année. Florence, tu veux rajouter quelque chose? Oui, bah, je vais reprendre ce que je disais en début d'émission, de réunion, on a besoin de gens qui pensent qu'il y a une culture française. Je répète encore cette phrase du président de la République qui m'avait profondément choquée, il n'y a pas de culture française. Bah, si, il y a une culture française. Alors, c'est une culture française qui s'enracine dans une histoire compliquée, dans une histoire multiple, avec des courants de pensée, des courants littéraires, des courants artistiques, des courants picturaux, musicaux, tout ce que vous voulez, divers, eux-mêmes enrichis de d'autres cultures. Mais il y a une culture française, il y a une exception culturelle française, et on a besoin de la faire rayonner, et elle est intrinsèquement liée à l'éducation. Mais pour ça, il faut des moyens. Et actuellement, alors, non seulement on n'a pas toujours les grands discours d'intention, c'est ça le pire, hein, c'est qu'il n'y a même pas, j'allais lui dire, il n'y a même pas que le baratin, plus même le baratin, il n'est pas là. Mais surtout, il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens qui sont mis dedans. On en a eu la preuve à travers même des baisses dès le début du mandat, d'ailleurs, d'Emmanuel Macron pour les Français d'étrangers. Donc voilà, Bertrand, on a besoin de toi. Et on a besoin de quelqu'un qui vive là-bas depuis longtemps, qui connaisse le territoire et qui ait surtout un engagement politique sincère. Dans le monde d'aujourd'hui, on a tendance à brocarder les politiques. Et moi, je crois profondément à la politique, ce que la politique peut faire de plus noble. Et pour moi, des gens comme toi, c'est l'incarnation de ça. C'est-à-dire des gens qui font pas ça pour des postes comme tes parachutés, la diverses et variées de la REM et Avatar, mais des gens comme toi qui font ça parce qu'ils ont la passion de leurs compatriotes et ils ont la passion de leur territoire. On a besoin de gens enracinés, on a besoin de gens qui ont de l'empathie. On ne peut plus justement entendre que la vie politique, eh bien, elle est cynique, elle est opportuniste, elle est invertébrée. On n'a pas besoin de ça, on a besoin de gens comme toi. Et la francophonie a aussi besoin de toi parce que moi, je suis très inquiète de voir la France être déclassée à ce point-là. Et pas qu'en Amérique latine, hein. Si on prend l'exemple de l'Afrique, on est en train de se faire chasser de la Chine, de l'Afrique justement, par les Chinois et par les Russes. Bon, quand on voit aussi des endroits comme l'axe Indo-Pacifique, où on a des positions stratégiques comme la Nouvelle-Calédonie, et on n'en fait rien, alors qu'on a des pays là-bas qui nous demandent de faire quelque chose parce qu'ils n'ont pas envie d'être coincés entre les États-Unis et la Chine, eh ben c'est un scandale parce qu'en plus, il y a une envie de France.
Il y a une envie de la France, pas que par nos compatriotes, mais aussi par les autres pays. Même en Afrique, moi, j'étais frappée en Côte d'Ivoire d'entendre des Ivoiriens dire mais pourquoi vous nous désertez à ce point-là? Pourquoi vous désertez à ce point-là? Ce n'étaient pas des Français qui me disaient ça, c'était des Ivoiriens. Voilà, moi, j'aime mon pays, je suis fière d'être française et je n'ai pas envie qu'on continue à être déclassé et qu'on devienne finalement une colonie d'une mondialisation chinoise, américaine et autres. Voilà, ça ne me fait pas rêver. Donc, Bertrand, j'espère que tu seras élu. Merci Florence. Oui, effectivement, moi je fais de la politique pas par ambition, mais pour trouver des solutions. Et je crois que sur mon site, il y a une partie témoignage qui est fait pour ça, parce que c'est bien de parler, mais quand les autres parlent de ce qu'on a fait pour eux, des problèmes qu'on a résolus pour eux au quotidien, ça parle beaucoup plus que toute une série de discours. Pour conclure, tu parlais de culture française. Dans cette culture française, moi je le vois tous les jours, il y a également des valeurs de la laïcité, des valeurs d'égalité, égalité de genre, homme-femme, religion. Et je vois dans beaucoup de lycées des parents d'élèves qui mettent leurs enfants au lycée français justement pour avoir ces valeurs, de sens critique, pour avoir cette espèce de liberté d'esprit qu'on a en France et que j'espère qu'on va pouvoir garder, parce qu'effectivement, il faut aussi, le rôle d'un député des Français à l'étranger, c'est aussi de lutter pour conserver une certaine image de la France, hein. Une certaine France que nous, on aime, dans laquelle on a vécu et qu'on voudrait léguer à nos enfants, et ça, c'est valable également pour l'environnement. Alors, on aurait pu parler encore de nombreux sujets comme les retraites, les pensions de réversion, la sécurité, les entrepreneurs français et étrangers, les services consulaires avec beaucoup plus de détails, les aides sociales. On a fait un petit peu de digression, donc, mais je pense que quand on parle des Français étrangers, quand on parle avec le cœur, c'est un peu difficile de se maintenir sur le sujet sans avoir quelques coups de gueule ou quelques digressions. Donc, je voulais vraiment remercier profondément Florence et Alexandre pour avoir participé à ce webinaire. Nous en aurons d'autres. Vous remercie à tous ceux qui nous ont vus, soit en direct, mais qui vont également nous voir en replay, puisque ce live va être envoyé à l'ensemble des électeurs de la zone. Et comme l'a dit Florence, pour vous aider, il faut être élu. Donc, j'ai besoin de vous pour le vote par Internet entre les 27 mai et le 1er juin, pour le vote à l'urne le 4 juin, parce que je te rappelle, Alexandre, que nous, on vote un jour plus tôt, et on vote une semaine avant la France, hein, donc c'est bien le 4 juin, c'est pas le 12. Et ensuite, si vous me faites l'honneur de me porter au deuxième tour pour le vote Internet entre le 10 et le 15 juin, vote à l'urne le 18, en espérant être votre député le 19 et me mettre au travail le 20. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter une petite chose. Je voudrais dire à tous les électeurs de ta zone d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, faites le bon choix. Faites le choix des valeurs, des idéaux. Faites le choix de ce qu'est Bertrand, c'est-à-dire, tout à l'heure Florence l'a rappelé, c'est une personne passionnée, nature, qui a envie, en fin de compte, de porter haut et fort les couleurs de ces territoires à l'Assemblée nationale, et mettez de côté les parachutés. Très sincèrement, ça ne compte pas, ça compte pour du beurre. Ouais. Non seulement les parachutés, mais également les notions de gauche et droite, parce que nos problématiques, elles sont vraiment transpartisanes. Donc, c'est vraiment l'important, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui a envie de se battre, qui connaît vos problématiques, parce que ça fait 5 ans qu'on a été abandonné et on ne peut pas être abandonné pendant 10 ans. Merci beaucoup. Bonne journée ou bonne soirée à tous, selon l'endroit où vous vous trouvez, et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.